un petit peu le plan de la présentation qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, pour commencer, un rappel dans les grandes lignes du contenu de l'instruction de la Direction générale de la santé. Alors, tout ceci en correspondance avec l'avis initial de l'ANSES suite à son rapport d'expertise. Ensuite, quelques éléments de contexte là, pour situer la Bretagne vis-à-vis de la problématique cyanobactérie. Marie-Agnès donc, vous présentera ensuite de façon détaillée un petit peu les premiers résultats des nouvelles modalités de surveillance et de gestion des risques avec les 2 années de recul qu'on a maintenant en 2023. Et puis, on ouvrira un petit peu la discussion avec quelques éléments de perspective. Tu peux passer la diapositive. Ouais, ça marche plus du tout. Voilà, donc l'instruction de la Direction générale de la santé, elle a été publiée le 6 avril 2021, donc environ 1 an après la publication du rapport d'expertise et de l'avis de l'ANSES, donc en mai 2020. Elle a aussi été publiée après une étape de consultation de l'ensemble des agences régionales de santé en France. Donc, ce qu'il faut souligner en premier lieu, en fait, c'est par rapport au contenu de l'expertise ANSES, c'est le périmètre d'application, à savoir qu'aujourd'hui, l'instruction ne couvre que le champ des eaux récréatives, donc les baignades et les zones de loisirs nautiques, et puis la consommation des poissons de pêche, et que donc tout le volet relatif aux eaux de consommation a pour l'instant été mis en suspens dans l'attente un petit peu d'une analyse des répercussions que cette instruction allait avoir sur les modalités de surveillance, mais aussi le cadre de gestion. Donc, l'instruction de la DGS n'a pas non plus repris 2 orientations de l'ANSES. La première concernant les méthodes d'analyse à utiliser pour le suivi des cyanobactéries et la seconde concernant les délais analytiques pour le binôme de paramètres chlorophylle A et cyanobactéries. Pour le reste, pour ce qui concerne les paramètres de surveillance, donc l'instruction reprend fidèlement, très fidèlement même, le rapport d'expertise de l'ANSES, donc avec l'ajout du suivi de la chlorophylle A, l'expression des résultats du suivi des cyanobactéries en biomasse et puis le suivi des 4 familles de toxines. Et elle reprend aussi une autre orientation importante qu'on aura l'occasion de détailler un petit peu plus tard, mais qui concerne l'évolution du référentiel d'analyse pour l'analyse des toxines et donc le basculement vers la méthode ELISA. Diapositive suivante. Je suis désolée. Alors, pour ce qui concerne la stratégie de surveillance, ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a eu quelques ajustements apportés par la Direction générale de la santé entre l'exercice 2021 et 2022, alors notamment pour tenir compte des remontées de plusieurs ARS à la suite de la campagne de surveillance 2021. Et ces ajustements, ils concernent le suivi de la chlorophylle A, qui n'est pas systématisé et qui est surtout orienté, en tout cas qu'il est possible d'orienter uniquement au démarrage des campagnes de surveillance. Et le deuxième ajustement conséquent, c'est la possibilité d'alléger la fréquence de suivi dans certaines configurations, et en particulier quand on a des biovolumes inférieurs au seuil de 1 mm3 par litre pendant 2 semaines consécutives. Sur les mesures de gestion, l'instruction reprend bien le raisonnement de l'interdiction de la baignade et des activités nautiques basées sur les nouveaux seuils de gestion sanitaire, sur les toxines. Pour la consommation de poissons de pêche, on retrouve aussi la recommandation de non-consommation en présence de toxines identifiées dans l'eau. Par contre, l'instruction ne reprend pas toutes les recommandations de l'ANSES fixant soit les fréquences de consommation de poissons, soit les concentrations maximales en toxines tolérées dans la chair des poissons, puisque l'instruction ne demande pas aux ARS d'organiser un suivi dans les matrices biologiques et notamment dans les poissons. Diapositive suivante. Alors, quelques diapositives pour présenter le contexte des eaux récréatives bretonnes vis-à-vis du sujet cyanobactéries. Donc, en Bretagne, la surveillance sanitaire, elle porte sur 27 sites qui ont tous une porte d'entrée baignade et qui sont pour un certain nombre d'entre eux aussi fréquentés pour des activités nautiques. Alors, vous voyez que c'est très majoritairement des plans d'eau qui sont suivis en Bretagne, puisqu'il n'y a qu'un seul site suivi en eau courante.
Donc nos sites en Bretagne ont pour beaucoup une caractéristique commune, c'est celle d'avoir des eaux qui sont riches en nutriments, turbides, peu profondes aussi, donc tout un contexte qui les rend relativement vulnérables aux cyanobactéries. Par contre, si on s'intéresse aux critères morphologiques et hydrologiques, eh ben, on va retrouver des situations qui peuvent être assez hétérogènes, avec des petits plans d'eau, des grands plans d'eau, des tailles de bassins versants d'alimentation aussi qui peuvent être très différents, et donc, in fine, aussi des conditions de renouvellement de l'eau qui peuvent être très différents en fonction des sites. Et à l'échelle de la Bretagne, alors qui reste une petite région, mais il faut le signaler quand même, on a un gradient climatique qui est relativement marqué entre l'est et l'ouest de la région et le sud et le nord. Diapositive suivante. Donc le contexte de la Bretagne au niveau trophique et climatique, donc il est assez défavorable, en tout cas favorable au développement des cyanobactéries. Ça se vérifie avec les résultats de la surveillance sanitaire, puisqu'on a à peu près la moitié des sites qui sont régulièrement impactés par les proliférations de cyanobactéries. Et ces proliférations de cyanobactéries, finalement, c'est la première cause aujourd'hui de restriction de la baignade et des activités nautiques pour les sites en eau douce. Donc la région se caractérise aussi par une grande variété de taxons ou d'espèces qu'on peut identifier dans le cadre de la surveillance sanitaire, avec une représentation assez importante des taxons toxinogènes, en tout cas producteurs avérés de toxines. Donc vous avez à l'écran un graphique là, qui est issu des travaux du chercheur Frédéric Pitois, qui a beaucoup étudié la Bretagne ces 20 dernières années. Et vous voyez par exemple que des genres comme Planctotrix, Aphanisomenon, Anabaena ou encore Voroniquinia sont des genres qui sont très présents dans les échantillons d'eau prélevés pour la surveillance sanitaire, tant en termes de régularité d'identification dans les échantillons qu'en termes d'abondance et de quantité dans ces échantillons. Diapositive suivante. Voilà, et pour finir sur ces éléments de présentation de la Bretagne, quelques mots sur l'historique de la surveillance sanitaire, donc qui est assez fourni là, comme vous le voyez sur ce graphique-là, puisque les premiers suivis en fait ont démarré en 2023, donc aussitôt après la publication des instructions natives du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, puis de la Direction générale de la santé. Et donc, depuis 2023, on dispose finalement d'une vingtaine d'années de surveillance sanitaire, jalonnées quand même avec des étapes qui ont pu faire évoluer quand même la stratégie de surveillance en Bretagne. Alors, je ne les cite pas toutes, mais pour les principales qui sont visualisées à l'écran, c'est en particulier une harmonisation régionale du suivi au niveau de la Bretagne, autour de la période 2014-2015, en particulier marquée par l'arrêt du suivi des sites qui étaient concernés par des seules activités nautiques, ce qui explique un petit peu la chute du volume de sites suivis sur la première partie, on va dire, de l'historique et la deuxième partie. Une deuxième phase d'harmonisation qui a permis d'ajuster et d'harmoniser aussi les règles communes applicables aux laboratoires d'analyse. Et puis, on a aussi pu être ponctuellement amené à faire évoluer notre doctrine, notamment par rapport au suivi des toxines, pour réduire ou en tout cas alléger l'impact financier de cette surveillance-là, puisque en Bretagne, c'est une particularité, c'est l'ARS qui finance intégralement la surveillance sanitaire des cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux récréatives. Donc tout ceci jusqu'à l'apparition du nouveau cadre national en 2021. Diapositive suivante. Donc le nouveau cadre national a été publié en 2021. Donc Marie-Agnès va vous présenter les résultats détaillés. Ce que je voulais juste signaler en préambule, et c'est important, c'est que en Bretagne, on a fait le choix d'appliquer ce nouveau cadre national de façon progressive. Alors d'abord parce que l'instruction a été publiée au mois d'avril et que donc c'était difficile de tout rendre opérationnel pour la première campagne de surveillance 2021, mais aussi parce qu'il a fallu tenir compte des évolutions assez impactantes qui concernaient les laboratoires d'analyse. Et donc on a phasé la mise en œuvre de cette instruction en Bretagne. Donc en 2021, on s'est concentré sur deux principales évolutions. La première, c'était de convertir les résultats des dénombrements en biovolume pour la flore toxinogène. La deuxième, c'était
d'adapter les modalités de gestion des risques basées sur les nouveaux seuils sanitaires concernant la toxine. En 2022, on a ajouté le suivi de la chlorophylle A. Et en 2023, donc pour la campagne qui va démarrer dans quelques semaines, ça sera finalement la dernière étape de mise en application avec le basculement de la méthode d'analyse, de la chromatographie vers l'ELISA. Voilà, Marie-Agnès, je te laisse la main pour présenter la suite de l'intervention. Ok, merci. Donc en fait, moi je vais vous présenter d'abord les modalités de suivi introduites par la nouvelle instruction. Donc en fait, les nouvelles modalités de suivi, elles ont maintenant une approche graduelle en 3 étapes maximum, puisque l'étape numéro 2, la réalisation de l'étape numéro 2 sera conditionnée par le résultat de l'étape numéro 1, et la réalisation de l'étape numéro 3 sera conditionnée au résultat de l'étape numéro 2. Donc la première étape, c'est le dosage de la chlorophylle A à une fréquence bimensuelle. Donc, si la concentration en chlorophylle A est inférieure à 10 microgrammes par litre, alors on en reste là et le dosage suivant est fait 15 jours après. Et si le dosage de la chlorophylle A est supérieur à 10 microgrammes par litre, alors on passe en niveau vigilance qui correspond à l'identification des cyanobactéries. Alors, Benjamin l'a déjà dit, mais il faut noter que l'instruction donne un petit peu de souplesse vis-à-vis du dosage de la chlorophylle A, puisque il faut faire un dosage de la chlorophylle A lors du tout premier prélèvement, mais si on a déjà une concentration supérieure à 10 microgrammes par litre, on peut arrêter ce suivi-là. Et puis, notamment aussi, si on sait qu'on est sur des sites qui sont connus pour présenter régulièrement des proliférations de cyanobactéries. Donc, l'étape numéro 2, c'est l'identification des cyanobactéries, donc tous les 15 jours à minima. On regarde sous microscope pour voir s'il y a présence de genres potentiellement toxinogènes. Donc, s'il n'y a pas de genre potentiellement toxinogène, alors là, on s'arrête là et la surveillance reste bimensuelle. En revanche, s'il y a présence de genres potentiellement toxinogènes, alors on quantifie ces genres et les résultats du dénombrement sont convertis en biovolume, comme l'a dit Benjamin précédemment. Le biovolume est exprimé en millimètres cubes par litre. Et pour estimer un petit peu l'abondance du développement des genres toxinogènes, on regarde un petit peu le résultat biovolume, on le compare au seuil sanitaire de 1 mm3 par litre. Donc, si ce seuil sanitaire de 1 mm3 par litre est dépassé, alors on va passer à l'étape 3 qui est la recherche des toxines. Mais si on a présence de genres toxinogènes, l'instruction nous dit qu'il faut qu'on bascule vers une surveillance hebdomadaire qui revient à une vigilance renforcée. Donc ça, c'était dans la toute première version de l'instruction. Donc l'étape numéro 3, c'est la recherche des toxines. Donc comme je l'ai dit précédemment, si le biovolume est supérieur à 1 mm3 par litre. Donc 4 cyanotoxines peuvent être recherchées, les microcystines, la natoxine, la saxitoxine et la cylindrospermopsine. Donc le niveau de risque est apprécié par comparaison des concentrations mesurées aux valeurs guides qui sont de 0,3 microgrammes par litre pour la microcystine, alors que précédemment, elle était à 13 microgrammes par litre. Pour la natoxine, on est sur une limite de détection où avant, on était à 40 microgrammes par litre. Et puis pour la saxitoxine et la cylindrospermopsine, là, c'est des nouvelles valeurs guides qui ont été introduites par l'instruction de 2021. 30 microgrammes par litre pour la saxitoxine et 42 microgrammes par litre pour la cylindrospermopsine. Donc, Benjamin l'a dit, donc nous, on a mis en œuvre l'instruction dès 2021, mais en 2021, on n'a pas fait le dosage de la chlorophylle A, on était parti directement sur l'identification des cyanobactéries. En revanche, en 2022, on a fait ce dosage de chlorophylle A, et donc c'est la suite, nos premiers résultats. Donc ici sont présentés pour chacun de nos sites suivis, donc les 27 sites suivis en Bretagne, le nombre de mesures de chlorophylle A et le nombre de mesures de cyanobactéries qu'on a réalisées pour chacun des sites. Donc, en vert foncé, la chlorophylle A et en vert clair,
les dénombrements de cyanobactéries. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une grosse majorité des sites, 67%, pour lesquels la concentration en chlorophylla, elle a dépassé les 10 microgrammes par litre dès le premier ou le second prélèvement. C'est tous les sites là qui sont du côté droit. Et puis, on a quand même 5 sites, 18% à peu près, où la concentration en chlorophylle A été inférieure à 10 microgrammes par litre une grande partie de la saison, et pour lesquels, finalement, on n'a soit pas fait du tout de dénombrement, c'est le cas du site d'Ifindic, ou très peu, finalement, 1 ou 2 dénombrements, puisqu'on était resté assez bas en concentration de chlorophylle A. Donc maintenant, si on s'intéresse plutôt au biovolume, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a décidé de mettre en œuvre l'instruction en 2021, on a décidé d'harmoniser nos pratiques en matière de bancarisation des résultats, et on s'est basé sur la norme dédiée en décidant de bancariser des résultats avec 3 chiffres significatifs. Ce qui veut dire que quand les biovolumes sont inférieurs à 1, on a 3 chiffres après la virgule. Ce qui veut dire aussi que pour l'application de l'instruction, qui nous dit dès lors qu'on trouve en fait des cyanobactéries toxinogènes, on passe en suivi hebdomadaire. En fait, nous, on est passé en suivi hebdomadaire pour de très très faibles biovolumes, puisque on a bancarisé des biovolumes à 0,001 mm3 par litre. Voilà. Donc en 2021, on a fait 335 identifications de cyanobactéries. Et à l'issue de cette saison, on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde un petit peu comment ça se passait, parce que compte tenu qu'on bancarisait pour des biovolumes très très petits, on est passé rapidement en suivi hebdomadaire et on a eu du coup pas mal de quantifications à faire. Donc à l'issue de la saison, on a regardé un petit peu tous nos résultats et on a décidé de les classer dans plusieurs classes de biovolume. Alors, c'est assez arbitraire, nos classes, mais c'était pour voir un petit peu, en gros, si on avait plutôt beaucoup de prélèvements avec des faibles biovolumes ou beaucoup de prélèvements avec des forts biovolumes. Donc, pour nous, la classe 0, c'est quand on n'a pas trouvé de cyanobactéries potentiellement toxinogènes. La classe 1, quand le biovolume était inférieur à 0,1 mm3 par litre. La classe 2, quand le biovolume était compris entre 0,1 et 0,2, et ainsi de suite jusqu'à la classe 7 pour lesquels les biovolumes étaient supérieurs à 1 mm3 par litre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans la majorité des cas, déjà, 83%, un peu plus de 83% de nos prélèvements présentaient des cyanobactéries toxinogènes. Donc, voilà. Et si on regardait plus précisément les échantillons où on a vu des cyanobactéries toxinogènes, on peut voir que 42% des échantillons avaient un biovolume calculé inférieur à 0,1 mm3 par litre. Et 18,3% de nos échantillons avaient un biovolume calculé supérieur à 1 mm3 par litre. Donc, au vu de ces résultats, enfin, on a fait un retour d'expérience auprès du ministère et comme l'a précisé Benjamin tout à l'heure, il y a eu une petite légère modification dans le logigramme du ministère qui nous a permis en fait de rebasculer en suivi bimensuel dès lors qu'on avait obtention de 2 résultats consécutifs inférieurs à 1 mm3 par litre. Ce qui, du coup, ce que nous, en Bretagne, on a mis en œuvre pour la saison 2022. Donc, en 2022, on a fait 236 identifications de cyanobactéries. C'est à peu près 30% de moins qu'en 2021. Et puis là, on a fait le même exercice de classer nos résultats dans différentes classes. Donc, comme en 2021, 90%, même un peu plus de 90% de nos échantillons présentaient des cyanobactéries toxinogènes. En revanche, on a eu 20% de nos échantillons qui avaient un biovolume qui était inférieur à 0,1 mm3 par litre et 53,3% de nos échantillons avec un biovolume calculé supérieur à 1 mm3 par litre. Donc la situation en 2022 a quand même différé par rapport à 2021 avec beaucoup plus d'échantillons sur lesquels il a fallu doser les toxines. Donc voilà, maintenant si on regarde un petit peu nos sites,
au niveau cartographique. En 2021, on a eu 16 sites pour lesquels on n'a eu aucun dépassement du seuil de 1 mm3 par litre. Et 11 sites où on a eu dépassement de ce seuil, dont 4 qui présentaient ponctuellement des concentrations en toxines supérieures aux valeurs guides. En 2022, donc situation un peu différente, donc 11 sites sans dépassement du seuil de 1 mm3 par litre et 16 sites avec dépassement du seuil, dont 9 qui ont présenté ponctuellement des concentrations en toxines dépassant les valeurs guides. Donc maintenant, je voulais vous présenter les résultats toxines donc pour ces fameux sites qui ont dépassé. Donc en 2021, comme j'ai dit, 4 sites ont présenté ponctuellement des concentrations en toxines donc au-dessus des valeurs guides. Dans le tableau suivant, j'ai présenté par site en fait le nombre de fois où on a recherché des toxines, donc dans la colonne 2, avec entre parenthèses les biovolumes mini et maxi qu'on a observés sur ces sites-là. En troisième colonne, le nombre de détections de toxines qu'on a eues. En colonne 4, le nombre de fois où la concentration en toxines a dépassé les valeurs guides. Et puis dans la dernière colonne, les toxines qu'on a retrouvées. Donc entre parenthèses, le nombre de fois où on les a retrouvées. Et entre crochets, les concentrations mini et maxi qu'on a observées pour ces toxines. Donc ce qu'on peut voir en 2021, c'est qu'on a retrouvé 2 familles de toxines, hein, surtout des microcystines qui ont été détectées sur 3 sites, avec une concentration maximale observée de 3,57 microgrammes par litre pour le site de Martigny-Ferchaud. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même aussi eu dépassement de la valeur guide de 0,3 microgrammes par litre, même pour de faibles biovolumes, puisque sur la Chapelle-Herbré, où le biovolume maximal observé a été de 2,58 mm3 par litre, on a quand même mesuré des concentrations en microcystine jusqu'à 1,27 microgrammes par litre. Et puis la deuxième famille de toxines qu'on a retrouvée en 2021, c'est d'anatoxines sur 2 sites, mais à vraiment de très très faibles concentrations, puisque nous on a un laboratoire, alors c'était en Ille-et-Vilaine, et on a un laboratoire qui a des capacités de quantification qui descendent assez bas, hein, ils descendent à 0,005 microgrammes par litre. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais en fait, tous ces dosages de toxines ont été faits par technique chromatographique. Donc, de l'anatoxine a été retrouvée entre 0,01 et 0,018 microgrammes par litre. Voilà. Donc, en 2022, la situation était un peu différente. 9 sites ont présenté ponctuellement des dépassements aux concentrations, des dépassements aux valeurs guides, pardon. Donc, c'est le même tableau, là, hein, j'ai présenté de la même façon, avec, oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai présenté donc, les sites pour lesquels on a fait le plus de recherches vers les sites où on en a fait le moins. Donc, en tête de tableau, on retrouve les 2 sites qu'on avait déjà en 2021, qui étaient connus de toute façon par ailleurs, nos services pour avoir souvent des développements de cyanobactéries. Donc, je vous ai figuré en rouge les biovolumes maximum qu'on a observés, et puis plutôt en bleu, les plus petits biovolumes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu 3 familles de toxines identifiées en 2022, donc les microcystines qui ont été détectées sur tous les sites, dont 5 où elles étaient les seules représentées. Là encore, on a dépassement de la valeur guide, même pour de faibles biovolumes, hein, puisqu'on peut voir sur le lac Auduc à Topon, le biovolume maximal observé à 1,2 mm3 par litre, et pour autant, on a détecté des microcystines à 0,73 microgrammes par litre. On a également retrouvé de l'anatoxine détectée donc, sur 3 sites, dont un site avec une forte concentration, hein, puisqu'on a retrouvé de l'anatoxine à 28 microgrammes par litre sur le site de Pluerlin, dans le Morbihan. Et puis la saxitoxine, elle a été détectée 2 fois sur 2 sites sans dépassement de la valeur guide. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a 3 sites avec présence de 2 familles, soit successivement ou en même temps.
Et puis un site où on a retrouvé 3 familles, c'est le site de Pluerlin, microcystine, anatoxine et saxitoxine. Donc maintenant, si je reviens un peu sur les modalités de gestion, puisqu'elles ont changé par rapport à avant, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais donc avant 2021, on faisait le suivi des cyanobactéries avec juste une observation sous microscope, une quantification avec l'expression en cellules par millilitre, sans distinguer les genres toxinogènes. Et en fait, on décidait d'interdire la baignade dès qu'on dépassait les 100 000 cellules par millilitre. Donc là, ça change puisque maintenant, les mesures de gestion sont liées aux résultats des toxines finalement. Donc le premier niveau, c'est on a absence de genre toxinogène ou présence avec des biovolumes inférieurs à 1 mm3 par litre. Alors là, il n'y a pas d'alerte, c'est l'activité est maintenue sur le site. Le deuxième niveau, donc c'est le niveau d'alerte 1, où les genres toxinogènes sont supérieurs à 1 mm3 par litre, mais les concentrations en cyanotoxines sont inférieures aux valeurs guides. Alors, on maintient une activité normale sur le site et on informe le public de la situation. Et le troisième niveau, c'est le niveau d'alerte 2. Donc, c'est quand on a des genres toxinogènes supérieurs à 1 mm3 par litre et des concentrations en cyanotoxines qui ont dépassé les valeurs guides, ou bien présence de forte prolifération ou mortalité animale. Donc, dans ces cas-là, la baignade est interdite. On restreint les activités nautiques avec risque de chute ou contact important avec l'eau. On recommande la non-consommation de poissons et on informe le public. Donc, quel est l'impact du coup sur les fermetures en Bretagne de la mise en œuvre de cette nouvelle instruction? Donc, en 2021, tous sites confondus, on a eu 127 jours cumulés de fermeture de sites. Et puis, en 2022, on a eu 260 jours cumulés de fermeture de sites. Donc, par contre, si on regarde du coup l'historique depuis 2018, on a à peu près le même nombre de sites qui sont suivis. J'ai précisé là sur le tableau le nombre de sites avec au moins un épisode de fermeture pendant la saison. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plutôt une évolution favorable en termes de sites fermés, puisque en 2018, on avait eu 18 sites qui avaient au moins un épisode de fermeture durant la saison, 13 en 2019, 13 en 2020, et 4 en 2021, comme j'ai dit précédemment, et 9 en 2022. Et j'ai regardé les chiffres tout à l'heure. En 2021, puisqu'en parallèle, on avait continué à bancariser les résultats en cellules par millilitre. Et en 2021, si on s'était basé que sur ces valeurs de dénombrement en cellules, c'est 9 sites qui auraient été concernés par des fermetures de baignade. Et puis, en nombre de jours de fermeture, là, on voit une diminution du nombre global de jours de fermeture. En 2020, on avait eu 462 jours de fermeture, alors qu'en 2021, on en a eu 127 et 2022, 260. Et maintenant, si je vais vous montrer les résultats en Ille-et-Vilaine, donc j'ai figuré l'évolution du nombre de jours de fermeture depuis 2018. Donc, en mettant les sites les plus problématiques sur la gauche vers les sites qui sont les moins problématiques. Donc, j'ai figuré en orange le nombre de jours de fermeture en 2021 et 2022. Et puis en vert, c'était le nombre de jours de fermeture en 2018, 2019 et 2020. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a moins de sites concernés par les fermetures, que l'instruction, en fait, elle n'a pas d'impact sur les 2 sites qui étaient les plus problématiques, là, qui sont Martigny-Ferchaud et la Chapelle-Herbré. Ils étaient connus déjà jusqu'ici pour poser problème et ça continue. Pour les 2 sites qui, pour nous, étaient sans problème, IFINDIC et FINS, pas d'impact non plus. On n'a pas fait de dénombrement quasiment parce qu'on n'a pas dépassé les 10 microgrammes par litre en chlorophylle A. Et puis, on a plutôt un impact positif pour les 5 sites là, qui sont au centre, qui subissaient régulièrement des fermetures durant leur saison balnéaire. Et là, du coup, il n'y a pas eu de fermeture ou peu. On peut citer le site d'Apigné à Rennes qui
régulièrement, ça faisait la une des journaux, le site ferme tous les étés. Donc, en 2022, on n'a eu que 13 jours de fermeture par rapport à des durées plus longues les années précédentes. Et puis, c'était des fermetures qui ont été demandées parce qu'il y avait eu présence d'anatoxine, mais vraiment à des très très faibles concentrations, puisqu'on était à 0,011 et 0,018 de mémoire pour ce site-là. Et puis 2022, on n'a pas eu de fermeture du tout du site. Et ça, je crois que c'est historique parce que depuis qu'on suit les cyanobactéries, je pense que le site d'Apigné était toujours fermé. Et puis, c'est important pour la ville de Rennes parce que c'est un site qui est fréquenté donc l'été, notamment par les gens qui ne peuvent pas partir ailleurs. Donc voilà. Pour nous, c'était aussi un petit peu pour ça que moi, j'avais milité pour mettre en œuvre l'instruction dès 2021. Parce que je pensais à ce site-là, historiquement, on savait qu'on ne retrouvait pas beaucoup de toxines. Et j'avais dans l'idée que ça allait être plutôt positif. Et pour l'instant, sur nos 2 années de recul, oui, c'est positif. Donc voilà, et donc juste pour, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le détail des résultats, en fait, des résultats en Bretagne, on a travaillé sur la valorisation de nos données en collaboration avec l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Donc les résultats de nos suivis sont accessibles au grand public sous forme de data visualisation. J'ai mis un lien, je ne sais pas si ça va fonctionner, on va tester, mais je ne sais pas si ça va fonctionner pour renvoyer sur le fameux site. Je vais vous faire une petite démonstration, mais je vais basculer si ça veut bien marcher. On va mettre 2000. Ouais. Je bascule sur 2021 parce que 2022, on n'a pas encore complètement validé les données. Donc, en fait, sous forme de data visualisation, vous pouvez retrouver les 27 sites en fait, qu'on suit. Donc, en bleu, c'est quand il n'y a pas eu d'alerte, en jaune, quand on a été en alerte 1, et en rouge, quand on a été en alerte 2, ça veut dire que les sites ont fermé. Du coup, vous pouvez naviguer en passant sur chaque petit rond. Il y a le détail en fait pour chacun des sites sur le nombre de jours où ils ont été en alerte 1, en alerte 2, etc. Et puis, quand on clique sur les sites, si on clique sur un site, on va avoir en dessous le détail de tous les résultats en fait tout au long de l'année. Donc, le nombre de prélèvements réalisés, le nombre de prélèvements où ça a dépassé le millimètre cube, le biovolume maximal, le nombre de jours cumulés avec des concentrations en toxines qui ont dépassé les valeurs guides. Donc, le petit graphe, pareil, il y a plein d'informations sur ce qu'on a observé pendant tout au long de l'année. Et puis, en détail, les résultats de toxines, le nombre de prélèvements, et puis les toxines qu'on a trouvées et leur concentration. Voilà. Donc, c'est un travail assez intéressant parce qu'on peut voir. Et puis, en cliquant sur ce lien-là, je ne vais pas le faire, mais on bascule sur le site du ministère où il y a les résultats en continu, en fait, tout au long de la saison, mais les résultats bactériologiques. Et puis, sur cette petite fiche-là, ça permet d'éditer une fiche pour le site en question. Donc voilà, pour ma part, je vais refermer ça. Donc vous pourrez, j'ai pas mis le détail, mais si vous tapez OEB Bretagne, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, vous avez accès, vous pouvez retrouver, il faut taper le mot-clé cyanobactéries, vous allez retrouver la data visualisation. Donc voilà, et maintenant je vais laisser la parole à Benjamin pour juste la conclusion, la fin de la présentation. Oui, merci. Je regardais le chat là pendant la présentation. Je voulais juste apporter une précision, mais que certains auront compris. Tous les résultats qui vous ont été présentés concernent en fait le suivi des cyanobactéries planctoniques, puisque comme vous l'avez vu, on a quasiment que des plans d'eau qui sont suivis en Bretagne, et donc on n'est pas très concerné par la problématique des cyanobactéries benthiques. En guise un petit peu de conclusion et de perspective, vous l'avez compris, nous, la dernière évolution qu'on attend en Bretagne, c'est le déploiement de la technique ELISA pour rechercher les toxines à partir de la prochaine campagne de surveillance. Donc, c'est une évolution qui est très importante, avec l'utilisation d'une méthode, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui présente quand même un certain nombre d'atouts, en particulier le fait d'être assez intégrateur par rapport à la chromatographie, et puis aussi de pouvoir cibler les recherches de toxines en fonction des taxons qui sont présents dans le milieu.
C'est aussi une méthode qui peut parfois poser quelques questions ou réserves, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul fournisseur de kits qui est présent aujourd'hui au colloque. Et puis, il y a encore peu de laboratoires qui sont accrédités pour utiliser ces méthodes d'analyse. Bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'ARS Bretagne, on a surtout 2 points de questionnement principaux. Le premier, c'est de savoir si, en augmentant le spectre des variants détectables par les méthodes ELISA, est-ce que ça va augmenter finalement le volume de résultats supérieurs au seuil sanitaire, alors en particulier pour les microcystines où le seuil sanitaire est très bas, et est-ce qu'en conséquence, ça va aussi augmenter le volume des mesures de restriction ou de limitation de la baignade et des usages nautiques? Ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, c'est par rapport aux répercussions financières de cette évolution. Aujourd'hui, on ne sait pas finalement, au stade de discussion qu'on a encore avec nos laboratoires, tout n'est pas encore acquis et acté pour la prochaine campagne de surveillance, mais on ne sait pas si finalement le recours à l'ELISA va finalement baisser le coût de la surveillance sanitaire. En tout cas, ça ne semble pas forcément acquis. Dernière diapositive, Marie-Agnès. Un autre point de questionnement qu'on a, c'est comment vont évoluer les indicateurs de surveillance, donc la volumétrie des analyses de cyanobactéries et de cyanotoxines. Donc, bon, vous avez vu tous les résultats détaillés qui ont été présentés. Est-ce qu'on va finalement avoir moins de dénombrement comme on a pu l'observer en 2022, là, du fait de l'application des ajustements de surveillance proposés par la Direction générale de la santé? À voir si cette tendance va se confirmer. Et à l'inverse, pour les toxines, en 2022, on a eu une augmentation assez importante du volume de toxines recherchées. Si l'on compare un petit peu ce résultat d'une année avec des travaux qui ont été effectués par Frédéric Pitois, là, que j'ai cité tout à l'heure, qui a retravaillé sur un échantillon de données beaucoup plus important sur la période 2004-2021 et qui montrait que finalement que sur cette période-là, si on avait seulement entre guillemets 25% des échantillons qui dépassaient le seuil des 100 000 cellules par millilitre, on avait 44% des échantillons, donc presque 2 fois plus, qui dépassaient le nouveau seuil de 1 mm3 par litre. Donc, il est possible que le scénario qu'on a observé en 2022 se reproduise pour les années suivantes. À côté un petit peu de nos questionnements, alors on a toujours des attentes. Alors, nous, au niveau de l'ARS Bretagne, on en pointe surtout 2, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions et d'améliorations de connaissances qui ont été apportées par l'expertise ANSES, mais il y avait aussi des avancées qui étaient mises en avant dans ce rapport d'expertise. Et donc, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un référentiel stabilisé au niveau des méthodes d'analyse, donc en particulier ce qui va concerner les méthodes de dénombrement et d'identification des cyanobactéries. Aujourd'hui, il y a toujours possibilité d'utiliser 2 méthodes en France, et en particulier en Bretagne, on utilise toujours la méthode Briand. Et le deuxième élément pour lequel on attend aussi des avancées, là, c'est plutôt ce qui va concerner l'amélioration de la connaissance des risques sanitaires, et en particulier pour l'anotoxine A, pour les voies d'exposition aiguë et orale. D'abord parce que parmi les 4 familles de toxines, c'est la seule aujourd'hui qui ne dispose pas d'une valeur toxicologique de référence et donc d'un seuil sanitaire qui est adapté à cette VTR. Mais aussi parce que c'est finalement, après les microcystines, c'est la deuxième toxine qui est la plus fréquemment identifiée en Bretagne. Et c'est aussi la toxine qui est assez régulièrement mise en cause quand on a des épisodes de mortalité animale. Donc, 2 points de questionnement et 2 points d'attente importants aujourd'hui pour continuer à progresser sur ce sujet des cyanobactéries. Voilà, on a terminé notre présentation. J'espère que ça vous a intéressé, surtout. Merci pour votre attention. Et puis, on est disposé avec Marie-Agnès à répondre à vos questions ou demandes de précision si vous en avez. Merci à vous. Merci Benjamin et Marie-Agnès. Alors, comme on est en hybride, il y a des questions sur le chat. C'est Émilie qui va les retranscrire. Et puis, vous avez un micro qui va passer dans la salle. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Claudia Wiegand, Université Rennes 1.
Désolée pour mon accent et bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, c'était super les données. J'ai peut-être aussi deux questions. La première était par rapport à des journées de fermeture. Est-ce que c'était pas lié aussi à un changement de calcul? C'est ma première question, de biovolume aux cellules, parce qu'avec les cellules, on avait plus de journées de fermeture qu'avec le biovolume, ça peut. Et l'autre question est, parce que vous avez la fermeture par année, est-ce que ça est lié aux conditions d'été, la température, de vent, ou est-ce que vous observez aussi un changement de composition dans le lac par rapport à Planctotrix, via Microcystis, via Deutschiospermum, donc l'évolution des cyanobactéries dans le lac? Ouais, alors concernant le nombre de jours, oui, forcément, ça a changé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, on ne s'occupait pas de l'aspect présence ou non de genre potentiellement toxinogène. C'est-à-dire, quel que soit le genre en présence, on fermait dès lors qu'on était au-dessus de 100 000 cellules par millilitre. Donc forcément, aujourd'hui, l'instruction, elle est beaucoup plus adaptée aux risques sanitaires. Et là, on ferme maintenant les sites vraiment parce qu'il y a présence de toxines qui dépassent les valeurs guides. Donc, il y a vraiment cette chose-là qui est importante à prendre en considération. Et je pense que c'est pour ça. Après, sur la deuxième question, en tout cas, j'ai pas encore pu, moi, travailler plus précisément sur les genres en présence parce que notre bancarisation, elle commence tout juste à être faite. Et puis, voilà. Mais Benjamin, tu peux peut-être compléter. Alors pas trop sur la question concernant l'évolution de la flore, parce que c'est vrai que c'est un travail, c'est presque un travail de recherche, hein, de regarder sur le passé finalement comment la flore évolue et comment les résultats de la surveillance évoluent et les mesures de gestion en conséquence. Par contre, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a très certainement un effet climatologie de l'année, du printemps et de l'été, pour expliquer la variabilité des résultats. Alors, on n'a que 2 années de recul par rapport à l'application de la nouvelle stratégie de surveillance, mais c'est vrai qu'entre 2021, une année quand même plutôt humide et pluvieuse pendant la période printemps-été, et l'année 2022 où on a eu une sécheresse hydrique un petit peu partout en France, on avait des situations très contrastées et on a eu des résultats très contrastés au niveau des résultats des cyanobactéries et en conséquence des toxines. Donc, il y a un effet climatique. Je pense que d'autres chercheurs l'ont certainement mis en évidence ailleurs. Mais pour la partie évolution de la composition florale, on est un petit peu court pour pouvoir répondre. Merci. D'autres questions dans la salle? Il y en a une au fond. Merci. Moi, je suis docteur Neto Mireille, je suis maître de conférence. Je suis à l'université Nangui à Brogoua, c'est-à-dire je viens de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre exposé. Elle a été très instructive pour moi. Alors, j'ai 2 questions à vous poser. J'aimerais savoir pourquoi vous utilisez le biovolume et pas la chlorophylle A pour la détermination de la toxicité. Et en 2, je veux savoir, après avoir détecté que le milieu est perturbé, qu'est-ce que vous faites pour remédier? Vous fermez simplement ou vous appliquez des méthodes pour revenir à la normale? Merci. Alors le biovolume, en fait, la chlorophylla, c'est juste un indicateur en fait du développement du phytoplancton. Ça va pas nous dire si on a spécifiquement, ça va pas nous dire ce qu'on a en présence. Donc on va regarder les cyanobactéries qui sont présentes, et c'est surtout le biovolume en fait qui prend en compte la taille des cellules, puisque il y a une grande variété de cyanobactéries. Elles ont des morphologies assez différentes. Et on peut avoir des cyanobactéries qui sont toutes petites et d'autres qui sont un peu plus grosses.
Et du coup, lorsqu'elles vont disparaître, la biomasse libérée dans la masse d'eau ne sera pas la même. Donc en fait, avec cette instruction, on a toute une liste en fait de cyanobactéries avec les biovolumes moyens par genre. Et c'est à partir de ce tableau-là qu'il y a une conversion, en fait, hein, parce qu'en effet, il y a d'abord un dénombrement, on a un nombre de cellules, mais après, on utilise le biovolume moyen pour estimer, du coup, le biovolume total. On somme, en fait, tous les biovolumes de chaque genre potentiellement toxinogène. Et en fait, cette fois-ci, ça prend vraiment en compte la quantité de cyanobactéries qui se sont développées. Voilà. C'est ça qui est important en fait, parce que on peut se retrouver avec les dénombrements en cellules. Je ne sais pas si on est sur du microcystis où elles sont vraiment toutes petites. Ben, on peut en comptabiliser énormément. Parfois, ça peut dépasser le million de cellules, etc. Mais elles sont toutes petites. Le biovolume est petit et du coup, la biomasse libérée est faible. Donc voilà, c'est ça qui est important en fait dans ces nouvelles règles. Et la deuxième question, j'ai oublié, c'était, je ne sais plus, c'était les actions de remédiation. Alors les actions de remédiation, elles ne relèvent pas de nous, de notre ça c'est pas dans notre champ de compétences. Hein, c'est bien sûr les collectivités avec qui on travaille qui doivent mettre en œuvre des choses, mais c'est vraiment pas simple parce qu'on n'a pas de, jusqu'ici il n'y a pas de méthode miracle pour faire disparaître les cyanobactéries. C'est l'objet des présentations suivantes. Voilà. Donc on verra. En tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est de travailler sur la qualité d'eau aussi. En Ille-et-Vilaine, où on est concerné, c'est un département où on a beaucoup de, c'est le département où il y a le plus de baignades en eau douce. Nos deux baignades là, qui sont assez problématiques, où il y a des développements réguliers de cyanobactéries, elles sont toutes les deux en barrage sur un cours d'eau. Et deux cours d'eau qui sont classés en mauvaise qualité en fait. Et je pense qu'on a tout un travail à faire pour retrouver la qualité des cours d'eau. Parce qu'en Ille-et-Vilaine aussi, on a, je crois que 3% des masses d'eau qui sont en bonne qualité. Donc il y a un vrai travail à faire pour essayer de voir comment on peut améliorer, en tout cas pour réduire les apports de phosphore qui arrivent dans les plans d'eau. Et voilà. Mais bon, sur les remédiations, c'est pas. On va en savoir un peu plus par la suite. Il y a encore une dernière question dans la salle avant qu'on passe aux questions. Oui, bonjour. Fanny Lefebvre, je suis ingénieure d'études sur le programme de recherche NoCyano sur des cyanobactéries en Moselle, dans des étangs mosellans. Moi, j'avais une question qui portait plus sur la stratégie de l'ARS Bretagne, parce que vous avez dit tout à l'heure que la particularité de l'ARS Bretagne, c'était de supporter le coût de la surveillance sanitaire. Et voilà, j'aimerais savoir pourquoi cette particularité, parce que dans mon contexte, bassin Rhin-Meuse, c'est les gestionnaires qui doivent supporter ce coût. Je vais laisser Benjamin répondre sur cette question-là. Oui, alors en fait, c'est une particularité qui est plutôt liée à l'historique breton par rapport à un fonds préfectoral dont on dispose en Bretagne, qui a été abondé et mis en place historiquement pour lutter contre les problématiques d'eutrophisation au sens large en Bretagne. Et on bénéficie au niveau de l'ARS de ce fonds préfectoral pour pouvoir financer et supporter la charge du coup de la surveillance des cyanobactéries depuis le début qu'on a mis en place cette surveillance sanitaire, puisque ce fonds préfectoral est là depuis 20 ans. Donc je dirais que tant qu'on a cette possibilité de ne pas faire supporter la charge de la surveillance auprès des collectivités, sachant que le coût de la surveillance pour des petites collectivités est parfois très coûteux. Tant qu'on a cette possibilité, aujourd'hui, pour l'instant, on la conserve en Bretagne. Alors, ça évoluera peut-être à terme, hein, si on change de stratégie ou si ce fonds préfectoral disparaît. Mais pour l'instant, c'est le scénario qu'on continue d'adopter en Bretagne. Je vais peut-être passer la parole à Émilie pour qu'elle nous retranscrive un peu les commentaires et questions du chat. Merci. J'ai essayé de grouper un petit peu par thème. Hein. Alors, il y a monsieur Antoine Dubost qui est géographe, responsable du service aménagement territorial de la Fédération française de canoë-kayak et sport de pagaie.
Alors, il avait une interrogation par rapport aux activités nautiques donc il y a un contact, pour lesquelles il y a un contact fréquent avec l'eau, mais il notait que certaines n'impliquent pas de contact important, comme l'aviron, le kayak, la course en ligne ou la randonnée même. Et il mentionnait que les interdictions des pratiques de ces pratiques-là pouvaient entraîner des pertes financières importantes. Et j'en profite pour mentionner une autre question de Monsieur Jérémy Palacios, il lui semble que c'est une recommandation d'interdiction des activités nautiques et non pas une interdiction ferme. Voilà. Je n'ai pas parlé d'interdiction, hein, j'ai Oui. dit recommandation de limiter les activités nautiques avec fort risque de chute et de contact avec l'eau, en fait. Donc voilà, Après, moi, je me suis juste permise de lui répondre concernant les activités de type aviron et kayak en mentionnant qu'il peut y avoir des phénomènes d'aérosolisation. Et on a des études toxicologiques qui montrent que la voie nasale peut être une voie de contamination aussi. Donc, il faut tenir compte de ces voies d'intoxication. Alors, il y avait une question aussi de Madame Vézinet d'Aquascope qui demandait comment expliquez-vous la différence des résultats entre 2021 et 2022, et je la groupe avec une question de Monsieur Laurent Pierre qui demande si l'étude met en relation la pluviométrie et l'ensoleillement des différents sites, parce que pour moi c'est un lien, 2021 étant une année particulièrement pluvieuse. Benjamin l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est 2 saisons qui étaient complètement différentes. 2021, il a plu quasiment une grande partie de l'été, peu de soleil. 2022, sécheresse. Voilà, donc en tout cas, d'un point de vue, forcément, c'était 2 saisons différentes. Après, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Nous, on n'a pas les données de pluviométrie. Voilà, nous, on met en œuvre l'instruction de la DGS, on fait le suivi. On n'a pas une vision hyper fine. Voilà, ça c'est un travail plus de recherche. Donc, je pourrais difficilement répondre à cette question-là. Mais oui, des situations météorologiques très contrastées entre 2021 et 2022, ça c'est sûr. Et nous avions une autre question sur est-ce que vous avez validé la loi de corrélation entre le dénombrement et le biovolume? Alors ça, c'est pas de mon ressort. Voilà. Donc ça, c'est plus le travail de l'ANSES. Ce que je peux dire, par contre, ce qu'on n'a pas dit lors de la présentation, c'est que je montrais qu'on avait présence de microcystine qui dépassait les valeurs guides alors que les biovolumes n'étaient pas super importants. Et Frédéric Pitois, qui travaille avec nous, en tout cas qui fait les dénombrements pour l'Ille-et-Vilaine et pour le Finistère, nous disait qu'on a une sous-estimation des biovolumes pour le genre Microcystis, car la liste qui nous est donnée, a priori, pour lui, les microcystis qu'il observe ont des biovolumes beaucoup plus importants. Donc, on a certainement une sous-estimation des biovolumes, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi on observe des dépassements assez rapidement des microcystines, même si les biovolumes ne sont pas très élevés. Voilà. Petit commentaire par rapport à la question concernant la corrélation entre abondance, biovolume, etc. Alors, ça n'est pas l'ANSES qui va valider cette loi de corrélation. Nous, on peut s'appliquer sur les données disponibles au niveau de la littérature pour les intégrer dans le cadre des études qui sont faites et des rapports, des travaux menés au sein de l'agence. Mais c'est pas l'une des activités de notre agence de se positionner sur ces aspects-là. Non, juste pour préciser que, pour répondre à cette question-là, dans le cadre du rapport qui a été fait par l'ANSES, on a effectivement fait la corrélation entre tous les dénombrements qui étaient stockés dans la base CISO française, donc ARS, et l'estimation en biovolume. Donc, c'est effectivement été fait. C'est ce qui a permis de dériver cette valeur de 1 mm3. On ne l'a pas sorti du chapeau. C'est issu de jeux de données que l'on avait. Alors après, c'est les limites du jeu de données, mais en tout cas, ça a été bien calibré comme ça.
Alors, une toute dernière question. Monsieur Palacios Jérémy de l'ARS demande quel est votre avis sur la pertinence de l'indicateur chlorophylle A et éventuellement un choix qui pourrait être plus pertinent avec la recherche de la phycocyanine plus spécifique. Donc ça, on en a largement discuté aussi. Ouais, alors, moi, je ne suis pas peut-être la meilleure placée pour parler de ça. En tout cas, c'est sûr que chlorophylle A, on abandonne très vite finalement, parce que nous, nos sites, on sait qu'il y a des développements, et comme je l'ai montré sur le graphe, quoi, enfin, la majorité des sites, dès notre premier prélèvement, qui était le prélèvement avant saison, hein, donc c'était un prélèvement qui était fin mai, début juin, la majorité des sites ont dépassé déjà les 10 microgrammes par litre. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on décide de partir directement sur du dénombrement, parce que sinon, déjà, le dosage faut le dire, le dosage de chlorophylle A, il nous fait perdre 24 heures par rapport aux résultats. Parce qu'en fait, le laboratoire est en mesure de donner le résultat 24 heures après. Ça veut dire que, du coup, il faut attendre ce résultat pour lancer le dénombrement avec encore 24 heures. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que la première année, nos laboratoires n'étaient pas prêts, mais on est passé directement sur le dénombrement. Mais voilà. En revanche, c'est intéressant pour certains sites où les sites où on sait qu'on n'avait pas de développement de phytoplancton, pour le coup, ça reste un indicateur intéressant tout au long de l'année. Et puis, ça économise un petit peu des recherches de dénombrement, puisque nous, on a le site d'IFINDIC où on a fait que de la chlorophylle A pendant toute la saison 2022. On n'a pas du tout fait de dénombrement. Donc, quelle petite économie par rapport à ça. Voilà. Une dernière question, parce qu'on est déjà en retard. J'ai le mauvais rôle d'essayer de faire respecter le temps. Oui, bonjour, merci pour cette journée déjà. Frédéric Nakache de la SOR, donc opérateur traitement des eaux, etc. Nous, dans nos gestions de barrages pour la production d'eau potable, on fait appel à des sondes algales qui permettent notamment de suivre la chlorophylle, les chlorophylles totales et la phycocyanine de façon screening et prédictif, y compris aussi sur des eaux de baignade, puisqu'on fait également des suivis d'eau de baignade. Voilà, ça peut être aussi un moyen déjà de discriminer les espèces entre elles, quoi. Alors, les sondes algales, elles existent depuis plus de 20 ans maintenant, elles ont bien évolué.